Ça. Bien, mesdames et messieurs, on va pouvoir commencer. Je suis Bruno Cordeau, je suis l'administrateur de l'Hôtel de la Marine. Il me revient de vous souhaiter la bienvenue ici. C'est la 3e édition du Temps des Mémoires qu'on organise avec la Fondation pour la Mémoire de l'Esclavage. Aïssa Tasek, sa directrice, est là avec nous. Je vais laisser Armel vous présenter la conférence. Je me proposais de vous dire un mot des salons dans lesquels on se trouve. On est dans un monument du Centre des Monuments Nationaux et à l'Hôtel de la Marine. Et juste avec le nom, c'est pas si simple à comprendre. Donc, 5 minutes d'histoire, puis ensuite, on en vient vraiment au thème de la conférence. Cette histoire, merci. Juste un mot, donc l'histoire commence au milieu du XVIIIe siècle. L'affaire du moment, c'est de créer une place royale pour Louis XV. Et donc, l'espace est disponible. Le jardin des Tuileries existe depuis avril 2006. Les Champs-Élysées ont été percés sous Louis XIV jusqu'à la butte qui accueillera plus tard, bien sûr, l'Arc de Triomphe. Et bien dans cet espace, on va créer cette place royale avec au centre, bien sûr, en majesté, une statue équestre de Louis XV. Et Ange-Jacques Gabriel va concevoir ces 2 monuments jumeaux, ces 2 façades qui vont border la place au nord. Avec dans l'autre bâtiment, il sera très vite dévolu au privé, il sera loti et vendu au privé. Et puis dans ce bâtiment, derrière cette façade qui sert de décor, on va installer le garde-meuble de la Couronne, qui est une institution qui est chargée de meubler les résidences royales. Et les résidences royales, ça ne manque pas, Versailles, Fontainebleau, Saint-Germain-en-Laye, Choisy-le-Roi et encore. Et donc, ça sera la première vocation de ce bâtiment, mais seulement pendant quelques 25 ans, puisque dès 1789, le roi est ramené à Paris par les Parisiennes. Il va s'installer dans le château des Tuileries, qui finissait le Louvre. Le château n'existe plus, mais il finissait la cour du Louvre. Et les grands ministères doivent suivre, et le ministère de la Marine, qui est un ministère puissant, c'est la marine marchande, militaire, mais aussi l'économie, va s'installer d'abord dans une petite aile de ce bâtiment, et puis à la dissolution du garde-meuble de la Couronne en 1799, prendre possession de la totalité du bâtiment et l'occuper jusqu'en 2015, sous diverses formes, ministère de la Marine, secrétariat d'État aux colonies, et puis pour finir, état-major de la Marine militaire. Alors ce qu'on a sous les yeux là, pour revenir à ce que j'ai dit, garde-meuble de la Couronne, ça ne ressemblait pas du tout à ce qu'on a sous les yeux là. Ici, on était dans l'entrepôt des grands meubles, alors que dans la salle qui est juste derrière, il y avait la salle des armes et armures, et à l'autre extrémité de la galerie, les bijoux de la Couronne étaient gardés ici, pendant que derrière nous, la galerie était ponts. Bref, on entreposait les mobiliers royaux, et les marins vont le transformer. Alors, entre la monarchie de Juillet et le Second Empire, la monarchie de Juillet est une petite évocation en reprenant les couleurs tricolores, le bleu, blanc, rouge au plafond. Et puis les travaux se poursuivront jusque sous le Second Empire. Et là, pour le coup, il n'y a pas de doute, on est bien chez les marins. Il y a des références marines partout, une foule de bateaux, des grands navigateurs au mur, des petits mercures sur les portes, des macondes. Bref, partout où vous porterez les yeux, il y a des références marines. Donc voilà, on a porté cette histoire de ce bâtiment. Alors c'est aussi un bâtiment de pouvoir, avec des décisions aussi funestes qui ont pu concerner l'économie. C'est aussi émouvant de faire ces conférences, de faire cette fête. C'est dorénavant un lieu de visite, de fête, et aussi d'échange de paroles. Et c'est avec grand plaisir qu'on accueille cette manifestation. Voilà, je cède la parole à Armel pour présenter la conférence. Merci de cet accueil des équipes de l'Hôtel de la Marine. Chaque année, donc, on envahit tous les espaces. Parce que l'idée, c'est de mettre aussi du patrimoine immatériel qui représente vraiment l'histoire de l'esclavage, du côté des esclavisés, dans le patrimoine matériel français. Pour rappeler que le XVIIIe siècle, et alors pas ce salon-là, mais l'autre partie est l'expression du XVIIIe siècle, les arts décoratifs, etc. Et que c'est le moment de l'apogée de l'esclavage français. Et donc, c'est tout à fait partie de l'histoire française, et c'est
c'est là-dessus qu'on travaille. Et puis, le lancement du temps des mémoires, c'est le fait que pendant plus d'un mois, on aura énormément d'activités, que ce soit pour le 10 mai, le 23 mai, et toutes les dates locales que sont le 22, le 27 mai et le 10 juin pour la Guyane. Tous ces moments-là, il se passe énormément de choses en France, partout en France. Et on a une carte que vous pouvez retrouver sur notre site qui recense tous les éléments du temps des mémoires. On en est à 400 de préparables. Et celui-là, on fait partie, puisque c'est le lancement. On vous accueille ici avec une réflexion, puisque cette année, c'est les 25 ans de la loi de Guérin, et c'est notre thème, et c'est le thème national. Et l'idée, c'est de montrer comment cette loi, qui est unique, qui a été votée à l'unanimité, ce que nous racontons nos invités ici, elle n'est pas sortie comme ça en 98, elle fait partie d'une longue progression de lutte pour des droits, mais également de lutte pour la reconnaissance. Et elle repose aussi les questions aujourd'hui, 25 ans après. C'est le thème aussi de plusieurs de nos événements que nous aurons au mois de mai dans d'autres lieux. C'est aussi la question 25 ans après, qu'en est-il des réparations? Parce que c'est la grande question de cette génération, mais c'était aussi la question des générations passées. Et je laisse Florence Alexis, qui va modérer cette discussion, nous présenter nos invités. Merci beaucoup, Armelle. Merci, d'abord merci d'être là si nombreux, ça fait plaisir d'aborder cette histoire dans sa continuité, dans sa profondeur, en présence d'un si large public. Ça c'est vraiment, ça nous encourage beaucoup. Merci à Armelle et à son équipe qui se sont donné beaucoup de mal ces derniers jours pour arriver à vraiment à ce qu'on soit tous réunis. Et puis merci aussi au Centre des Monuments Nationaux et à l'Hôtel de la Marine qui nous accueille dans ses murs, sachant, et ça vous pourrez peut-être le voir tranquillement tout à l'heure, que l'histoire de l'esclavage est éminemment présente dans les murs de l'Hôtel de la Marine, puisqu'un peu plus loin, vous pouvez découvrir le bureau sur lequel Victor Schœlcher a signé le décret d'abolition de 1848. Donc c'est quelque chose d'un peu émouvant pour nous de voir la table sur laquelle il a travaillé. Et donc ce qu'on va essayer de faire effectivement, c'est de retracer un tout petit peu les temps forts de cette époque, à partir de même un peu avant cette abolition. Vous savez que la plupart d'entre vous connaissent, je cherche ma flèche, si je la trouve. Et si quelqu'un peut m'aider, ça y est, j'ai trouvé, c'est bon. Merci. Donc, vous savez, pour la plupart d'entre vous, que, évidemment, la traite, en tout cas officiellement pour la France, commence par l'instauration dès 1670 de ce fameux Code noir, qui n'est pas un document unique, hein, qui est un document très, très divers, qui regroupe des textes très divers, et qui s'ouvre aussi par une volonté de l'État français, du roi Louis XIV, de subventionner la traite, parce qu'une des spécificités de la France, contrairement à l'Angleterre et aux autres puissances négrières, la France va subventionner fortement le commerce négrier. Voilà. Alors évidemment, je vais rapidement. 1794, vous savez que la France abolit une première fois l'esclavage au début de la Révolution française, sous la pression de l'insurrection de Saint-Domingue. Les futurs Haïtiens, donc les Domingois à l'époque, et les commissaires de la République qui sont envoyés par l'Assemblée, vont abolir localement l'esclavage sous la pression des événements et les révoltes. Et l'Assemblée nationale va
va entériner cette abolition, donc en 1794. Le 4 février 1794, évidemment, la figure emblématique que beaucoup d'entre vous connaissent ici, c'est Jean-Baptiste Mars Bellay, qui est donc le premier député noir qui rentre à l'Assemblée nationale comme élu et qui va accompagner cette délégation de 3 élus qui était composée donc de Jean-Baptiste Bellay le Noir, de Dufay et de Mills, qui représentaient à la fois les Blancs et les gens de couleur, comme on disait à l'époque. Mais vous savez aussi que cette première abolition va être suivie d'un rétablissement par Bonaparte sur lequel je ne m'étendrai pas. Mais ce qui est important de noter à ce moment-là, c'est que à partir du moment où il va y avoir des députés élus dans les Outre-mer, et à l'époque ce ne sont évidemment que des hommes puisque les femmes n'ont pas le droit de vote, vous le savez, vous avez un certain nombre de personnages qui vont apparaître, et notamment, je voudrais m'arrêter un instant sur Cyril Bicêtre, que vous avez à votre droite, et qui est un personnage tout à fait étonnant, parce que malheureusement, la propagande républicaine autour de la seconde abolition de 1848 par Victor Schœlcher a oublié souvent de rappeler le travail de Bicêtre, qui n'était pas toujours d'accord avec Victor Schœlcher, mais qui a néanmoins été un pionnier de ce combat pour l'abolition, et avec donc ses amis Louis Fabien et Jean-Baptiste Volney. Et ils vont le payer très cher. Vous avez d'abord un texte en 1823 de la situation des gens de couleur. Vous avez la revue des colonies que Bicêtre va créer. Et puis évidemment, vous avez en 1848 le décret d'abolition signé de la main de Victor Schœlcher et qui a donc été signé dans les murs dans lesquels nous nous trouvons aujourd'hui. Mais ce libelle de la situation des gens de couleur qui est publié en 1823 va valoir à Bicêtre, qui est un futur élu, une condamnation aux galères et une marque au fer rouge. Donc il faut, quand on regarde le portrait de Bicêtre, il est important de se souvenir que Bicêtre est marqué sur son corps au fer rouge pour avoir écrit ou participé ou diffusé ce document de la situation des gens de couleur libres aux Antilles françaises. Donc là, vous avez les 3 premiers élus, en tout cas les figures qu'il faut garder en tête et qui devraient être celles qu'on rappelle à chaque fois qu'on prononce le nom de Victor Schœlcher. C'est à la fois Louisy Mathieu, qui va être son suppléant et qui va siéger à l'Assemblée en son nom, enfin, au nom... Il va représenter la Guadeloupe à l'Assemblée. Évidemment, Victor Schœlcher, que vous connaissez tous. Et Cyril Bicêtre, qui va également être élu à ce moment-là. Donc, à partir de là, vous avez évidemment la société civile qui se mobilise sur certains enjeux, et notamment toutes les questions de discrimination qui sont héritées de l'histoire de l'esclavage. Mais vous avez également des élus qui vont petit à petit bâtir un agenda politique par lequel ils vont essayer de faire passer des lois qui vont construire cette égalité, qui évidemment est inscrite dans la loi d'abolition, mais qui va mettre très longtemps à se concrétiser, puisqu'il va falloir arriver jusqu'à la loi dite Taubira de 2001 pour encore, je dirais, consolider cet acquis de l'égalité. Et donc, parmi les figures importantes de cette époque, vous avez Hégésippe Légitimus, qui est un personnage tout à fait étonnant, qu'on a appelé le Jaurès noir, et qui va donc accompagner le travail de ses premiers élus. Hégésippe Légitimus a été notamment un grand défenseur de l'accès à l'éducation des anciens esclaves, des descendants d'esclaves. Et à ce titre, il va donc défendre un accès à l'éducation primaire, puis à l'éducation secondaire. Ça fait partie des grands enjeux que les élus vont continuer de défendre et au 19e et surtout au 20e et au 21e siècle. Alors, vous avez Gratien Candace également, qui est un personnage, qui est un autre élu de la République, dont le père est né esclave et qui a été affranchi en 1848. C'est important de se rappeler que ces gens qui sont élus, en fait, leurs parents étaient esclaves. Donc, c'est pas très loin, c'est pas très ancien, c'est hier dans leur histoire familiale. Et donc, ce qui est intéressant avec ces deux personnages, c'est qu'ils vont également se relier
je dirais, aux intellectuels et aux hommes politiques d'Afrique de l'Ouest, qui eux aussi luttent pour plus d'égalité, pour l'abolition on va le voir après la guerre, l'abolition de l'indigénat et la question des discriminations, y compris même évidemment la fin de la colonisation. Donc il y a aussi ce lien sur lequel je ne vais pas m'attarder, mais qui joue un rôle important de dialogue entre les Caribéens, les Antillais et les Africains à ce moment-là, qui va se traduire notamment par le premier congrès panafricain à Paris en 1919 et le deuxième congrès de la race noire, où tous luttent et défendent les enjeux de décolonisation et de discrimination. Et donc Gratien Candace, lui, est également membre de la Ligue des droits de l'homme et de la LICRA. Voilà. Enfin, la troisième figure donc du début de ce XXe siècle, c'est important aussi, c'est Joseph Lagrosillère, qui lui est un député de la Martinique et qui il est le fondateur aussi du mouvement socialiste en Martinique, et c'est une des grandes figures politiques avec Hégésippe Légitimus, donc de cette période. Et il va lui mener par exemple une réforme foncière où il va récupérer le fonds Saint-Jacques qui était du domaine, enfin qui appartenait à l'État français, et il va négocier la distribution de terres aux habitants, aux agriculteurs de la région. Et là on voit aussi sur des questions, j'ai parlé de l'éducation pour Légitimus, Lagrosillère va notamment se battre sur la question foncière et le fait que les esclaves, quand ils sont affranchis, évidemment, ne possèdent rien, ne possèdent pas de terre, ne possèdent notamment pas les terres qu'ils ont contribué à cultiver et à enrichir. Donc Lagrosillère, et là c'est intéressant pour nous, avec un autre député, Achille René Boisneuf, va présenter sans succès à la Chambre des députés en 1915 le premier projet de départementalisation des Antilles. Et ça, on se souvient tous de la loi de départementalisation dont on va parler après, 1946 avec Aimé Césaire, mais il faut savoir que déjà ce travail législatif les mène à rechercher des questions d'égalité des territoires à travers une initiative comme celle-là dès 1915, donc on est déjà même au début de la Première Guerre mondiale. Voilà, je vous ai parlé rapidement des congrès panafricains. Une des figures, c'est le prince Tuvalu, donc, qui est dahoméen. C'est un exemple des liens qui vont exister entre les Caribéens, les Antillais et les Africains. Tuvalu est le neveu du roi Béhanzin, qui était le roi du Dahomey, qui a été déporté au moment de la colonisation, notamment déporté en Martinique d'ailleurs. Et il va créer un mouvement pour les droits civiques des Noirs en France, qui s'appelle la Ligue universelle pour la défense de la race noire, en 1924. Et au sein de ces organisations, évidemment, Africains et Antillais se croisent, se rencontrent et, je dirais, élaborent la défense de leurs propres intérêts et continuent de construire cet agenda politique dont je parlais au début. Alors évidemment, ils sont reliés à des grandes figures internationalement reconnues dont vous avez entendu les noms. Peut-être un qui est plutôt oublié mais qui est important, je voudrais signaler Blyden par exemple, ou Sylvester Williams, qui sont des noms un peu ignorés en France, mais qui sont les véritables pères du panafricanisme. Ce sont eux qui inventent le mot et qui définissent le panafricanisme à l'époque. Et c'est donc un mouvement dans lequel énormément d'élus vont s'inscrire et en tout cas vont initier un dialogue. Évidemment, ça marque également le travail de personnages qui vont venir beaucoup plus tard, comme Kwame Nkrumah, qui va être le premier ministre du Ghana dans les années 50, ou Marcus Garvey, dont vous avez entendu parler également, et qui a joué un rôle, donc le prince Tuvalu a bien connu Marcus Garvey. Mais tout ça, vous voyez les échanges et les liens qui se font entre les continents et entre les différents, à la fois responsables, militants et élus. Alors évidemment, il y a une figure dont il faut dire un mot ici, avant la guerre, c'est
Félix Éboué, que vous connaissez tous, qui est une figure importante. Je ne vais pas m'attarder longuement sur lui, mais vous savez qu'il est le premier gouverneur noir nommé en Guadeloupe en 1936. C'est également lui qui va être nommé en 1938 au Tchad, et ça va jouer un rôle très important, puisque c'est le premier gouverneur qui va se rallier à la France libre après l'appel du général de Gaulle du 18 juin, qui fait de lui le troisième compagnon de la libération du général de Gaulle. Et à ce titre, évidemment, il y a tout un travail politique et civique qui est porté par l'œuvre de Félix Éboué, sur laquelle on peut se pencher. Et évidemment, à ce titre-là, on peut l'intégrer dans tous ces mouvements, à la fois politiques ou militants, qui ont nourri les combats pour l'égalité des anciens esclaves ou des descendants d'esclaves. La loi de départementalisation 1946, avec des figures dont vous avez sans doute entendu les noms, ceux qui portent la loi: Léopold Bissol, Gaston Monnerville, l'épouse de Félix Éboué, Eugénie Éboué-Tel, Raymond Vergès pour La Réunion, et Aimé Césaire, qui est donc le rapporteur de la loi. Et donc là, c'est évidemment un autre temps fort qui s'ouvre à l'article 2 par la phrase suivante: les lois et décrets actuellement en vigueur dans la France métropolitaine et qui ne sont pas encore appliqués à ces colonies feront, avant le 1er janvier 1947, l'objet de décrets d'application à ces nouveaux départements. Donc là, il y a un alignement des statuts des territoires qui, évidemment, représente, après la guerre, une seconde conquête. Et je vous rappelle que dès 1915, les élus d'avant la Seconde Guerre mondiale avaient déjà eu l'idée d'avancer sur ces questions d'égalité des territoires. Alors, on va arriver à un personnage que j'ai souhaité évoquer parce que, avec mes amis Yves Manville et Marie-France Astégiani, on va essayer de, là maintenant, moins rapidement que je ne l'ai fait, vous esquisser la situation au moment où on va commencer, je dirais, à incuber le projet de loi de 2001. C'est à ce moment-là qu'on va commencer à réfléchir et voir et développer la stratégie qui va nous amener au vote de la loi. Et Marcel Manville, son fils Yves Manville, nous fait l'amitié d'être présent aujourd'hui et d'évoquer son travail, qui est un travail pionnier, et il a été une des grandes figures qui ont vraiment contribué à l'élaboration de la loi. Et là aussi, Marie-France ajoutera son témoignage, puisqu'elle a vécu en direct, elle a eu l'occasion de travailler avec Marcel Manville sur ces questions. Yves, je me permets de te passer la parole. Tu veux commencer par Marie-France? Mais bon, alors Marie-France, tiens. Ah ben alors, oui. Voilà. Il veut que je commence, je vais commencer. Moi, je vais vous dire que la loi Taubira, c'est une loi qui a été faite par le monde associatif des Antillais depuis très longtemps. Et moi, je vais repartir du Pubidum, où les Antillais sont venus en masse en métropole, parce qu'il y avait trop de chômage en métropole, et ça, donc aux Antilles, et ça risquait d'exploser. Donc ils sont venus, ils ont créé, les Antillais ont créé la fonction publique, la poste, tout ce qui était les usines, ils travaillaient dedans. Et ils se rencontraient et ils discutaient. Mais il ne fallait surtout pas parler d'esclavage. Mais quand même, il y avait des petites réunions. On parlait de cuisine, on parlait de... Mais il ne fallait pas parler d'esclavage. Parce qu'en France, si on parlait d'esclavage, ça voulait dire que c'était la France qui a créé l'esclavage. Parce que la France, Bordeaux, Nantes et toutes les richesses viennent de la traite négrière transatlantique. Hein. Donc c'est la plus grande déportation. Et... ce qui était difficile à accepter de la France, c'est de dire que c'était la plus grande déportation. Mais les Antillais, quand même, sont des gens qui aiment bien parler, qui aiment bien se regrouper. Et à force de discuter de ce qu'ils étaient,
ce qu'ils étaient, d'où ils venaient, la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion, la Guyane. Et il y a eu un moment, le gouvernement français a dit on ne peut pas faire autrement que de féliciter l'abolition de l'esclavage par Schellcher en 1848. Et donc ça faisait 150 ans. Mais les Antillais, 150 ans, ils se sont dit mais c'est pas loin quoi. 150 ans, c'était rien. Et on a dit, on n'est pas nés tous, on n'est pas nés en 1948. Donc, 1848. Donc là, il y a eu une prise de conscience importante où il y a eu plein de petites d'associations et s'est créée l'association Devoir de mémoire avec très peu de gens. Il y avait une dizaine de personnes. Il y avait Marcel Manville, Chipotel qui était une Guadeloupéenne militante à la CGT. Il y avait le Parti communiste qui était présent dans cette association. Et Babacar Diong qui était un Africain et moi-même, et on a fait des petites réunions de partout et on a invité Christiane Taubira qui venait à chaque réunion, qui venait même s'il y avait 10 personnes, elle venait. Et il s'est dit qu'à un moment donné, il fallait quand même qu'on dise esclavage, crime contre l'humanité. Alors là, ça a été très difficile parce que pourquoi dire un crime? Pourquoi parler de ça? Personne ne voulait qu'on en parle, il ne fallait pas l'aborder vraiment. Mais il a bien fallu à un moment donné pousser un peu plus loin et on a dit oui, c'est la plus grosse déportation, donc on va parler de nos ancêtres. Et on veut connaître nos ancêtres. Et pour connaître nos ancêtres, il faut aller au-delà de 1848. Et c'est à partir de là où il y a eu le milieu associatif a joué un jeu important. Une loi, elle ne se fait que par le milieu associatif. Parce que... Oui. Non. C'est vraiment le milieu associatif qui fait. Et son père allait aussi dans des réunions et lui aussi, c'est lui qui parlait de l'esclavage, crime contre l'humanité. Il fallait trouver une niche parlementaire pour porter cette loi. Et Christiane Taubira a eu la chance d'avoir cette niche parlementaire et alors, la loi, elle n'a pas été faite tout de suite, parce qu'il y a eu des allées, des retours, des allées, des retours, des allées, des retours, parce que tout le monde n'était pas d'accord pour mettre que c'était la plus grosse déportation. Tout le monde n'était pas d'accord, enfin les politiques, pour mettre que c'était quand même l'esclavage, crime contre l'humanité. Il ne fallait pas mettre ce... À force de... Est-ce que tu pourrais juste nous dire, à partir de 1998 où tu as été très présente, il y a eu énormément de réunions qui vont aller jusqu'à la grande marche du 23 mai. Et je pense qu'il y a eu, là, c'est à ce moment-là qu'il y a eu une espèce de maturation, je dirais, dans les communautés et qui ont déclenché cette prise de conscience qui a fait, et la marche a été, je dirais, un moment où les associations ont fait pression fortement à la suite de tout le travail juridique ou politique qui avait été fait par des gens comme Marcel Manville. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce moment-là? Ce moment-là, ça a été une prise de conscience très dure, très dure. Moi, je me rappelle, j'y étais, donc on s'est dit, c'est pas possible, quoi. C'est hier. Donc, on est vraiment des descendants d'esclaves. Donc il faut qu'on en parle et il faut que ça soit abordé comme est abordé l'histoire de la Shoah. C'est exactement c'est au même niveau, il n'y a pas de... Et c'est là où se sont réunis beaucoup d'Antillais.
Et on a commencé à aller plus loin, discuter plus loin, et ça a été très très douloureux. C'était une prise de conscience très douloureuse, et je pense que on aurait dû être accompagné un peu plus pour certains, pour qu'ils puissent se sentir pas des... Moi je me sens une petite fille de résistant, parce que je vais pas me lamenter. C'est pas parce que je suis descendante d'esclaves que... Et c'est ça qu'on a voulu faire comprendre aux gens, aux Antillais, que c'était des résistants. Parce que déjà, arriver aux Antilles et passer par le traversé, il fallait déjà être vivant. C'était déjà des héros. Hein. Et après, résister à tout ce qu'ils ont eu comme sévices et tout ça, c'était des résistants. Et c'était encore un travail de résistant que de dire il faut une loi. Il faut que la loi, elle soit esclavage, crime contre l'humanité. Alors, il y a des politiques, même des politiques de gauche, n'étaient pas tout à fait d'accord, mais on a réussi quand même, en expliquant que c'était très important que cette loi dise esclavage, crime contre l'humanité. Oui, alors justement, le crime contre l'humanité, il est élaboré juste après la guerre à propos de la Shoah, et ça sera évidemment un argument juridique qui va être utilisé par des gens comme Maître Manville et beaucoup d'autres, voilà, pour établir, qualifier le crime, hein, on va dire, pour aller vite. Mais c'est vrai que tout ça se fait dans le même... j'ai parlé de la loi de départementalisation de 1946. Le crime contre l'humanité, il est élaboré en 45-46 à partir du tribunal de Nuremberg. Et puis, il va y avoir, dès 83, évidemment 49, il y a la panthéonisation de Félix Éboué avec Victor Schœtcher, qui est un autre temps fort. Et puis, en 83, c'est l'établissement des jours fériés dans les DOM pour l'abolition de l'esclavage. Donc c'est la loi du 30 juin, ça. Et tout ça, ce sont des petits pas qui vont nous amener jusqu'à la loi. Donc sans s'attarder, c'est important de les avoir en tête. Au procès Klaus Barbie, où je crois Yves Marcel Manville était présent, à Lyon, je crois que c'est André Frossard qui dit qu'il y a crime contre l'humanité lorsqu'on tue quelqu'un sous le prétexte qu'il est né. Et là encore, on avance petit à petit sur l'enjeu, puisque là, André Frossard, lui, témoignait au procès des tortionnaires nazis. Et puis il y a les lois Guesso sur le racisme, 1990, le vote sur les journées nationales de commémoration en 93. Et là, peut-être que tu peux nous guider, Yves, sur le travail que Marcel Manville a accompagné ou a généré pendant la période qui précède juste la loi. Oui, alors, donc cette loi Taubira, effectivement, comme vous l'avez très bien dit, elle est le résultat d'un travail militant, d'un travail associatif. Et effectivement, parmi ces militants qui ont combattu vers cet objectif, évidemment, c'est pas parfait, mais ça a été un grand pas, parce qu'on n'avance pas à pas, il ne faut pas vouloir tout ou rien, on n'avance pas à pas. Donc, parmi ceux qui ont mené ce combat, on comptait donc mon père, qui se définissait lui-même comme avocat militant. Alors, je vais quand même un peu parler de son parcours. Et je vais parler de son parcours. Comme dit Montaigne, le parcours d'une vie, ça souvent se résume dans le décès. Je vais commencer par le décès et terminer par le décès. Vous allez voir pourquoi. Il se définissait lui-même comme avocat militant, car il poursuivait les deux carrières en même temps, avocat et militant. Mais en fait, il était parvenu à fusionner ces deux-là. Et je vais vous le montrer pourquoi. Alors, comme avocat, comme professionnel, il incarnait la longue tradition du barreau de Paris. Et sa devise individuelle, c'était défendre à la barre jusqu'à mon dernier souffle, tel est l'objectif de ma vie. C'était sa devise. Et or, il a eu la chance de réaliser dans son décès cet objectif, puisqu'il est mort en ouvrant la porte de la chambre d'accusation le 2 décembre 1998 au vieux palais de justice. Et il y apportait le dossier d'accusation plein de contrix sur le 17 octobre 61, le grand massacre, comme vous savez, de la manifestation pour la paix et la liberté de l'Algérie. Il est décédé donc en ouvrant cette porte, en rapportant cette plainte qui venait de l'association Mémoire, une association franco-algérienne,
et qui avait donc sa partie aussi algérienne avec le président du Sénat algérien et puis des associations ici. Et il a poussé cette porte en compagnie de qui? En compagnie d'une autre avocate militante célèbre, Nicole Dreyfus, grande avocate militante, qui était une parente d'une des branches de la famille Dreyfus. Donc, vous voyez que Marcel Manville, c'était un lutteur permanent. Et comme l'a dit le frère de Frantz Fanon à ses obsèques, c'était un volcan en perpétuelle éruption. Mais, chez lui, le combat sur l'esclavage n'a pas été spontané. C'est ça qui pourrait surprendre maintenant, mais je vais vous expliquer pourquoi, et vous allez voir à quel point ce n'est pas évident, ce combat, psychologiquement. À vrai dire, mon père, il entre dans la vie politique en intégrant les forces françaises libres. Et il va partir avec une bande d'amis, et dans cette bande d'amis, il y a surtout 3 personnes qui sont tout le temps ensemble. C'est Pierre Mosel, qui va devenir dentiste à Paris, Frantz Fanon, vous le connaissez tous, et lui. Et tous les 3 partent ensemble, ils s'engagent dans la première armée française qui va débarquer à Toulon, le débarquement du 15 août 1944. Et à l'époque, ça va vous surprendre, il me racontait que la première chose qui l'a surprise dans ce débarquement, c'est pas les bombes, c'est pas les balles allemandes, c'est le fait qu'il y ait de la boue. De la boue. Parce qu'il ne concevait pas qu'en France, il puisse y avoir de la boue. Et je suis donneur, il n'y avait pas de boue. Ben non, parce que la France, il ne pouvait pas y avoir de boue. L'eau tombant sur la terre ne faisait pas de boue. Mais comment ça? Mais comment ça? Et parce que c'est la France. Et la France, pour moi, c'était la statue, la dame au bras blanc, parce qu'il y a une statue comme ça marquée, la dame au bras blanc qui brise les chaînes de l'esclavage. Le fait qu'il y ait eu la traite, que la France ait impliquée dans la traite, a été complètement oblitérée. Ce qui compte, c'est la France qui brise les chaînes de l'esclavage. Ça arrive souvent finalement dans le cycle de l'histoire, ces inversions. Le christianisme, Ponce Pilate, c'est un Romain qui condamne Jésus, c'est les Romains qui persécutent, et puis finalement, Rome, c'est devenu l'incarnation du christianisme. Il n'y a pas que dans ce cas-là, il y a dans tout cas qu'on voit ces inversions dans l'histoire. Alors, il poursuit cette campagne jusqu'à l'Alsace, etc., avec Fanon dans l'artillerie, lui dans l'infanterie, mais ils se retrouvent toujours tous les 3. Et il voit certaines choses qui le déçoivent. Il n'y a pas que la boue, il y a il y a des différences. Ils ne sont pas directement concernés parce qu'ils sont complètement assimilés aux soldats français de France, mais les soldats indigènes qui viennent d'Afrique sont traités différemment, ça le choque, etc. Il va découvrir d'autres choses au fur et à mesure. Il va jamais perdre cet enthousiasme pour l'engagement de la libération de la France. Mais quand même, il va prendre ses distances vis-à-vis de cette terre idéalisée. Mais au fond, sa révolte, c'est d'abord de dire, au fond, il va s'engager dans le marxisme. Le marxisme, au fond, fournit une explication, c'est la lutte des classes. En fait, il y a les bons, les mauvais, mais la France éternelle. La France, c'est celle, finalement, des travailleurs. C'est la fameuse chanson, la Ragon, vous connaissez ma France. Donc, c'est ça. Et or, ce combat mené surtout par le Parti communiste français auquel il adhère, c'est un combat qui est entièrement tourné vers l'avenir. Vous savez, on compare souvent à une sorte d'idéal eschatologique, à une nouvelle église. C'est l'avenir. On ne regarde pas vers le passé dans ce moment. Ça ne compte pas tellement le passé, c'est Engels, c'est le progrès humain, voilà. Il y a eu la préhistoire, il y a eu le féodalisme. Entre les deux, il y a eu l'esclavage, mais l'esclavage, comme il dit dans l'Anti-Jury, c'était presque un progrès par rapport à la période où on mangeait les prisonniers, après on les réduit en esclavage, ça va être déjà mieux. Il y a cette progression continue de l'esprit humain, jusqu'à son stade ultime, le communisme, qui sera la fin de la préhistoire de l'humanité, après quoi commencera la préhistoire de l'humanité dans la technique, la technologie, la science. Voilà, donc on est complètement tourné vers l'avenir et on ne regarde pas. La mémoire, ça ne compte pas. On n'en parle pas. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais entendu même parler de l'esclavage jusqu'à l'âge de 20 ans. J'avais à peine une notion que ça avait existé. Et puis ce combat, lutte des classes, prend un aspect quand même tiers-monde avec l'Algérie, la révolution algérienne. Donc là, c'est l'engagement, c'est le collectif des avocats qui est constitué par le Parti communiste et au-delà du Parti communiste pour défendre les prisonniers algériens.
Et à partir de l'Algérie, c'est l'Afrique continentale, le combat, le tiers-mondisme, ce qu'on appelle le tiers-mondisme. Mais tout ça, c'est au fond toujours presque en annexe ou au centre, mais c'est toujours le même combat finalement vers l'avenir, vers le socialisme, etc. Il va se passer en 80 un événement, un incident, et comme souvent c'est des incidents qui changent la vie. La mère de Frantz Fanon, avec lequel il était toujours resté lié, et avec lequel il s'était retrouvé en Algérie, à Blida, puisque vous savez, Fanon s'engage aussi pour la libération de l'Algérie. La mère de Frantz Fanon décède, bien longtemps après son fils, décédé en 1961, et on ouvre son courrier. Et là, tout d'un coup, on trouve une lettre écrite par Frantz Fanon depuis le front, à l'appel 45, à sa mère, et qui dit « Je ne vais peut-être pas survivre, mais je dois vous dire la vérité, et de toute façon, si j'y reste, il y aura au moins un de nous deux, Rodolphe ou Henri, qui vous raconteront la vérité. » Et il fallait raconter la vérité sur la guerre, sur à quel point c'était pas ce qu'on imaginait, à quel point c'était pas si simple, qu'ils n'ont pas été accueillis toujours comme des héros. Ils n'ont pas été mal accueillis non plus, il ne faut pas que j'exagère, il ne faut pas tomber dans le extrême. Mais enfin, à plusieurs moments, ils ont eu des réactions, les gens ont eu peur de voir les Noirs arriver, etc., etc. Et puis, aussi, ce qu'ils avaient surpris, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de gens, de villages qui traversaient, qui au fond s'en fichent un petit peu, qui étaient là, qui étaient les libérateurs, les occupants, etc. C'est parce que c'était ça, la France était quand même assez divisée, hein, faut pas. Et donc tout ça, quelqu'un va vous raconter la vérité. Et cette lettre va provoquer un choc chez beaucoup de gens, mais spécialement chez mon père qui dit, mais enfin, il faut quand même parler du passé, on ne peut pas parler que de l'avenir. Qu'est-ce qui s'est passé? Il faut relire le passé. Et là, il conçoit le mémorial Frontin en 1982, Fort-de-France, qui va être un tournant, parce que dans ce mémorial, il va y avoir, donc on va revenir sur la vie de Fanon, et on va plus parler seulement de la lutte de classe, on va parler aussi de la psychologie. Tout cet aspect de Fanon sur la psychologie, l'étude de la psyché, pourquoi, de la soumission, qu'est-ce qui fait que les colonisés eux-mêmes, au fond, se soumettent et acceptent la domination. C'est le retour de la mémoire. Et ce retour de la mémoire, c'est aussi le retour d'épisodes historiques. Il y a l'esclavage, mais avant même l'esclavage, il y a Haïti. Haïti, c'est une chose qui est plus ou moins ignorée en Martinique, Guadeloupe. On ne connaît pas Haïti. Haïti, ils ont fait pratiquement le mauvais choix. Ils sont partis, voilà, puis d'ailleurs, finalement, ils se sont eu beaucoup de problèmes. Mais là, tout ce prestige, tout que mérite Haïti, toute cette gloire, toute cette lutte, tout d'un coup, va ressurgir avec le même France. Il y a Haïti. Ils ont choisi, bon, ils ont eu des problèmes, mais il y a eu ça. Voilà ce qu'ils ont fait. Parce que voilà quelle est la dignité, etc. Et là, à partir de ce moment-là, il va se passionner pour Haïti. Il va nous faire lire d'ailleurs les auteurs haïtiens, il va nous faire... Donc, vous voyez, le retour sur l'histoire, retour sur Haïti, et puis, finalement, l'esclavage. L'étape suivante, ce sera le procès de Christophe Colomb en 1943. Donc, là, je cite l'article de l'universitaire Marie-Christine Touchet, Paris 8. C'est amusant de se rappeler ça, le procès de Christophe Colomb. Alors, je la cite. Le 15 centenaire de la découverte de l'Amérique est marqué par de fastueuses commémorations espagnoles, soutenues par l'intense lobbying du gouvernement socialiste espagnol, pompeusement baptisé « Rencontre des deux mondes ». C'est comme ça que... Alors, rencontre des deux mondes. Il a suscité tout de même des contre-célébrations, et la première contre-célébration qu'il cite, c'est le procès en Martinique. Je cite, du 9 au 11 décembre 1993, Colomb est jugé et condamné pour crime contre l'humanité et génocide, après 3 jours de procès organisés par le cercle Frantz Fanon, créé à la suite du mémorial Frantz Fanon, et l'avocat Marcel Morville au théâtre municipal de Fort-de-France. Fin de citation. Alors c'était un vrai procès. Moi j'y ai pas assisté, mais j'en ai vu des extraits à l'UNESCO. On y viendra tout à l'heure au moment, après son décès, il y a eu un séminaire qui s'appelait Marcel Morville, analyste du crime contre l'humanité. On a passé de ce procès. C'est un vrai procès. Il y avait un procureur, mais il y avait aussi un avocat de la défense, un très brillant avocat de la défense de Colomb, c'est Jean-Claude Bouillac. Et il y avait la présidente du tribunal qui n'était autre que Marie-Thérèse Yoko Ukao, qui était la première avocate femme en 1958, première martiniquaise élevée au rang de bâtonnier par ses pairs en novembre 1978, déléguée régionale des droits de la femme en 1982. Thérèse Yoko Ukao, en femme de conviction, s'était engagée pour les droits pour leurs droits à travers de nombreuses actions. En décembre 1993, elle participe, je lis l'avis de la mairie de Fort-de-France, en décembre 1993, elle participe au procès fortement symbolique
de Christophe Colomb, au cours duquel elle tient le rôle de présidente du tribunal. Donc vous voyez qu'il y avait toutes ces célébrations, il y avait quelques pays, je me rappelle, et d'autres s'en rappelleront ici, de quelques pays qui avaient dit oui, enfin la célébration, mais il y a quand même d'autres choses. C'était le tout début, il n'y avait encore pas beaucoup de pays des Caraïbes qui étaient nations admises à l'ONU, mais c'était quand même exprimé à l'UNESCO. Enfin, il n'y a pas beaucoup qui ont offert un procès, la petite Martinique, comme disait Louis Fillon, c'est la petite Martinique qui a fait le procès de Christophe Colomb. Et c'était assez amusant parce que c'était pas un procès non plus comme on voit parfois maintenant avec beaucoup de ressentiment. Non, c'est comme, je me rappelle, en voyant cette vidéo, ça commençait comme ça. Mon père disait, moi je n'hésite pas à l'exploit technologique, mais enfin tout de même, il faut savoir que Christophe Colomb, c'est d'avoir un navigateur qui s'égare. Qui se perd et il trouve l'Amérique. Voilà. Mais pas de ressentiment, mais voilà, c'est bien, presque un peu. Et donc, ça va, voilà. Et alors, à partir de ce moment-là, il va travailler de plus en plus ça. L'histoire, l'Amérique, Haïti. Et il va commencer à chercher, à donner un socle juridique à l'idée que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Alors, je vais aller assez vite, mais il arrive à ce discours, à préparer ce discours. L'esclavage est-il un crime contre l'humanité au regard de la jurisprudence du tribunal de Nuremberg? Ça, ce sera vraiment un discours théorique, et il va argumenter à partir des conclusions du tribunal de Nuremberg, à partir de la convention de 48 sur le génocide qui suit les jugements du tribunal de Nuremberg. Il va parler aussi du Conseil de l'Europe. Enfin, il va faire du droit. Et qu'est-ce qu'on peut dire du droit? Du droit sur la qualification du crime contre l'humanité. Et il va travailler ce discours, cette préparation pendant les 2 dernières années de sa vie. Il va être invité par l'UNESCO pour prononcer ce discours à Lisbonne. Le discours est prévu le 8 décembre et il décède brusquement, comme je vous l'ai raconté tout à l'heure, à la Chambre d'accusation de Paris le 2 décembre. Mais le discours est presque prêt et il va être lu par M. Doudoudienne, ici présent à Lisbonne, pour le lire. Voilà. C'était ça aussi, le dernier cycle de sa vie. Merci beaucoup, Yves. Merci. On va pas tarder à vous donner la parole parce qu'on a envie de dialoguer avec vous. Hein. C'est ça qui est important et pour nous ici, à ce point-là. Je vais juste rappeler quelques points qu'on peut extraire des contributions et de Marie-France et de Yves. De retenir l'idée d'abord que jusqu'après la guerre, l'esclavage, l'histoire de l'esclavage reste un tabou. Et j'ajouterais un peu dans le travail qu'on avait fait avec l'appui et à la demande de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage au Panthéon, l'exposition Oser la liberté, on avait essayé de montrer que c'est un triple tabou. À l'époque, c'est un triple tabou. C'est-à-dire que c'est un tabou à la fois pour l'Europe, hein, et une idée de culpabilité qui peut encombrer la pensée et qui peut en tout cas inciter à ne pas penser le crime. C'est un tabou pour l'Afrique, qui a vu ses enfants partir pendant plusieurs siècles, quelquefois même avec des collusions, ou en tout cas des gens qui ont livré, y compris certains royaumes ont livré des captifs de guerre, hein, qui sont partis en esclavage. Mais c'est également aussi, et moi je l'ai découvert parce que évidemment d'origine haïtienne, pour nous l'esclavage est peut-être moins tabou qu'il n'a pu l'être dans le reste de la Caraïbe, en tout cas dans les Antilles. Et aux Antilles, je comprends que des gens ont entendu très tardivement parler de l'esclavage, et à travers ton expérience, Marie-France, j'ai compris que ça avait été un travail personnel sur lequel il avait fallu que vous-même vous formiez et que vous arriviez à incuber cette histoire pour l'accepter, et puis qu'on arrive finalement, on va aller très vite, mais jusqu'à la marche, jusqu'à la grande marche. Et donc on retient l'idée que c'est une œuvre collective,
que la loi dite Taubira, donc de reconnaissance de la traite et de l'esclavage comme crime contre l'humanité, c'est une œuvre collective, c'est un travail collectif et de très longue haleine. Et l'aboutissement de résistance, tu as employé le mot de résistance, Marie-France, peut-être moi aussi je tiens à ce mot. Et puis je vais finir en saluant aussi quelqu'un qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais qui a apporté sa pierre à tout ça, qui s'appelle Georges Paul Langevin. Ah oui. Et je salue ici Georges qui n'est pas là parce qu'elle a accompagné aussi tout ça. Elle s'est formée, elle a fait ses débuts d'avocate au cabinet de ton père Marcel Manville, et puis elle a joué un rôle très important. Vous la connaissez tous comme députée, comme ministre. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec elle quand elle était ministre, et avec elle, nous avons, à sa demande, créé le concours pédagogique national La Flamme de l'égalité. C'est une idée de Georges Paul Langevin, c'est elle qui a lancé cette idée, c'est elle qui nous a permis de travailler dessus et de fonder le concours en 2015. Voilà, et je vais terminer par la petite phrase d'Aimé Césaire que j'adore et qui nous montre l'horizon. Un pas, un autre pas, tenir et gagner chaque pas. Voilà, tragédie du roi Christophe Aimé Césaire. Merci beaucoup. Alors, qui se lance ? Oui, bonjour à tous. Merci pour les présentations des intervenants. On apprend toujours des choses, hein, même si on a suivi un peu cette histoire. Mais moi, j'interviens surtout pour revenir sur la question de un petit peu l'histoire de cette loi Taubira. Parce que moi, j'ai vu la proposition initiale qu'avait présentée Mme Taubira. Et dans cette proposition, elle parlait de la question des réparations et du terme de déportation. Donc, il s'est donc trouvé, malheureusement, que quand c'est passé à la moulinette de l'Assemblée nationale avec certains députés plus ou moins très conservateurs, hein, on a fait sauter cette histoire de réparation et de déportation. Donc, dans un premier temps, je voulais savoir ce que ça vous inspire, hein, notamment vous, Madame Astégiani, qui a suivi un peu l'évolution de ça. Vous avez travaillé dessus. Et je sais qu'il y a aussi une association qui s'appelle le COFAD, avec Joby Valente et Hassani Fassassi aussi, qui ont fait un travail aussi pour que cette loi, cette proposition de loi puisse être présentée. Et donc il faut aussi dire pour terminer que quand la loi est passée la première fois à l'Assemblée nationale, il faut savoir que ça a beaucoup traîné avant qu'elle soit examinée au Sénat. C'était très compliqué. On a l'impression qu'il y avait un blocage, un verrouillage pour faire traîner les choses. Et il y a une association sur Créteil qui s'appelle l'Amédome avec M. Georges Aurore qui est décédé, qui a fait un travail de mobilisation pour que effectivement cette loi puisse être examinée au Sénat. Ça a été un véritable combat déjà, rien que pour la faire examiner, alors que ça traînait depuis combien de temps au niveau de l'Assemblée nationale. Vous savez, c'est un sacré parcours du combattant, cette loi Taubira. Et je me rappelle que quand on l'a fini, après tant de combats, à la faire passer au Sénat, j'étais présent, on était quelques Antillais qui étaient venus aussi soutenir et défendre, on s'est rendu compte qu'une députée communiste, je crois, de Seine-Saint-Denis avait posé la question par rapport aux réparations, parce qu'on n'a pas discuté de la réparation et elle a trouvé ça dommageable. Et donc elle a posé la question en disant que la question de la réparation devait être abordée par la suite. Et on a vu que ça n'a pas été fait. Et donc, dernière chose concernant cette loi, je crois qu'au niveau de l'Europe aussi, ça devait être examiné, je crois, au niveau de l'Europe ou de l'ONU et tout ça, soit ça a traîné ou ça n'a pas été fait, mais je crois que cette loi, elle est restée qu'une loi purement symbolique, malheureusement, parce qu'elle ne permet pas de condamner les révisionnistes, parce qu'il y a des gens qui sont capables de dire, oui, vous racontez ça, mais l'esclavage n'a jamais existé. Donc, dans cette loi, il doit y avoir une disposition pour que ces gens-là soient traînés en justice pour les empêcher de faire du révisionnisme. Donc en fait, c'est ça que je voulais vous soumettre. Merci beaucoup.
Moi, je suis pas d'accord avec lui. Mon micro ne marche pas. Je suis pas trop d'accord. Non, mais vous avez tout à fait raison de poser la question, et évidemment, on a survolé certains aspects, mais comme vous le savez, en mars de cette année, il y a eu une résolution des Nations Unies qui a été votée, avec une abstention pratiquement de tous les pays européens, mais qui a été votée à l'Assemblée générale à New York, et qui remet, et ça peut-être Doudou Dienne saurait nous dire un mot là-dessus, qui remet à l'ordre du jour cette question des réparations, de réparer le crime et de réparer tous les torts qui ont été fondés sur le crime de traite et d'esclavage. Donc je pense que, et c'est pour ça que je parle d'un long combat et d'un cheminement et d'une avancée pas à pas, comme le disait Yves, c'est qu'on voit bien qu'à chaque fois qu'on arrive à atteindre un palier parmi les questions qui se posent dans l'héritage et dans l'histoire de l'esclavage, on voit qu'il y a encore des choses à conquérir, donc le travail doit continuer, et en l'occurrence, cette loi, cette résolution des Nations Unies, même si elle n'a pas été votée à l'unanimité, elle pose très clairement la question des réparations et d'une justice réparatrice. Donc je pense que c'est encore un enjeu qui est ancien, mais qui est encore devant nous, c'est clair. Yves, tu veux dire un mot là-dessus, sur la loi des Nations Unies, la résolution des Nations Unies? Moi, je n'ai pas bien suivi l'évolution de cette question aux Nations Unies, mais peut-être Doudou pourrait nous en dire plus. Après, je ferai un commentaire personnel, mais déjà sur connaissance du dossier. Ouais. Bon, deux mots sur la résolution, parce que la résolution elle est importante, parce que la résolution a une première intention, c'est qu'elle dit que la question de l'esclavage, qui a été marquée par le silence historique et l'invisibilité des victimes, est actuelle. Voilà. C'est ce que les Africains ont voulu dire. Ce n'est pas une question historique, parce qu'on va continuer à en parler. Et donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut contextualiser cette loi. Elle se passe au moment où Trump et toute la galaxie de la droite occidentale a comme stratégie le silence historique et l'effacement de la question de l'esclavage et le problème des réparations. Et donc, c'est pour ça que moi, je fais un appel à tous. Il faut absolument contextualiser le débat. Et il faut poser que ce qui est en train de se passer, l'extrême violence qui est en train d'émerger, ouverte, brutale, est un des résultats du combat contre l'esclavage. C'est parce que ton père, le papa et d'autres ont mené le combat de manière constante et profonde, sur le plan intellectuel, en profondeur, dans les sources profondes, qu'ils ont ébranlé avec ce que nous avons voulu faire à l'UNESCO avec la de l'esclavage. Revisiter et remettre en question les fondements, pas seulement historiques, mais éthiques de l'esclavage. Tout ça vient. Quelles sont les valeurs? Est-ce que ces valeurs encore... Ce que je veux dire par là, c'est que le surgissement de Trump et de son discours est le résultat de ce combat très profond. Parce que ce qui a été... Moi, j'ai été rapporteur spécial sur le racisme pendant 6 ans. Le grand problème du combat contre le racisme, c'est à la fois sa reconnaissance. Et c'est le pilier idéologique de l'esclavage. Donc, c'est pour dire que ce que la Fondation a fait aujourd'hui est très important. Et ce que les Africains ont voulu aussi faire à New York, la semaine dernière, nous sommes en train d'assister à un accouchement. Dans la douleur. Douleur, ouais. Et c'est
cet accouchement, les descendants d'Africains et les combattants contre l'esclavage ont joué un rôle absolument fondamental. C'est-à-dire qu'ils ont amené le système à se démasquer. Trump, c'est formidable, ce qu'il a dit. Trump, c'est le masque qui tombe. Excellent. Où il est, ce qu'il dit, ce qu'il fait, et comment on réagit à ce qu'il fait. Donc, nous sommes en train d'assister à l'accouchement d'un nouveau monde absolument fondamental. C'est sur ça que je termine sur 2 conseils pour prolonger un peu votre très belle conférence. La première, c'est qu'il est capital de ne plus considérer les descendants d'Africains comme des victimes. Ah, ben voilà. Il faut abandonner Tout le paradigme victimaire. à fait. Ce ne sont pas des victimes, ce sont des forces de transformation. Absolument. Des transformations sur tous les plans. Le deuxième point, très important, c'est qu'il faut refuser aussi la tendance lourde du système intellectuel et culturel occidental de considérer la question de l'esclavage comme une question historique, une question massive. Question actuelle. L'esclavage avait sa forme matérielle, brutale, préparée, légitimée par le corps noir. Vous savez, quand on met les doigts dans l'histoire de l'esclavage, c'est quelque chose qu'on peut faire. Avec cette forme matérielle, les bateaux, les cales, les plantations. Mais ce que les intellectuels ont souvent oublié, c'est la partie idéologique. C'est-à-dire tout ce qui a été construit pour légitimer le fait que le corps noir définisse les êtres humains comme des biens meubles. Donc la dimension intellectuelle, éducative, scientifique. Et c'est celle-là qui actuellement, en profondeur, est en train de bousculer les fondements justement de la domination occidentale qui a été passée. Donc, moi je félicite la Fondation d'avoir fait cette conférence aujourd'hui. Mais je dis également qu'il faut lire ce qui s'est passé à New York la semaine dernière, comme simplement le message que la tragédie n'est pas terminée. Et l'inscrire également dans le fait que ce qui est actuellement en train de se passer, l'accouchement qui est en train de se faire, c'est l'accouchement d'une nouvelle dynamique multiculturelle. C'est-à-dire que ce qui est notre monde qui est en train d'être accouché est pluriel, multiculturel, métissé, marqué par la diversité. Et c'est précisément quand vous regardez les programmes des partis d'extrême droite, le refus de la multiculturalisation, c'est-à-dire le fait que les sociétés occidentales et les sont diverses. Donc, inscrire votre combat dans la dynamique de construction des sociétés multiculturelles qui sont légalement, politiquement, intellectuellement. Merci beaucoup, Doudou. Merci beaucoup, Doudou. Merci de nous montrer le chemin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Doudou Diène, je rappelle rapidement qu'effectivement, il l'a dit, il a été rapporteur sur les questions du racisme pendant de nombreuses années auprès du président auprès du secrétaire général des Nations Unies. Et avant ça, notamment, parmi beaucoup d'autres choses, Doudou est le créateur de la route de l'esclave, programme de l'UNESCO, dont on a célébré l'anniversaire il y a quelques temps, et qui vraiment marque aussi le basculement de la réflexion sur ces questions-là, qui fait qu'on est là ensemble aujourd'hui. Mais on écoute vos questions ou vos remarques maintenant. Moi j'ai une question. Pourquoi on a des gens esclaves? Tu peux répéter bien clairement ta question, s'il te plaît. Pourquoi on a des gens esclaves? Pourquoi?
Mais c'est le nom qu'on leur donnait quand on les capturait sur les terres africaines et qu'on les transportait sur des bateaux et qu'on les amenait, qu'on les vendait comme des marchandises ou comme des animaux. C'est le nom qui leur a été donné. On les appelait comme ça parce qu'ils n'étaient plus maîtres de leur liberté. Ils appartenaient à des maîtres, ils appartenaient à des gens qui les achetaient et qui en faisaient une marchandise comme une autre. C'est-à-dire que des êtres humains étaient transformés en marchandises. C'est ça un esclave, c'est un être humain qui devient une marchandise. Doudou l'a effleuré à l'instant, mais nous avons encore, on en avait également parlé dans l'exposition Oser la liberté, nous avons aujourd'hui encore des esclaves. Il y a, à l'époque où nous parlons, toi et moi, il existe encore des esclaves sur la terre. Bah, ça, c'est l'histoire. C'est comme... Peut-être il a raison. Au Brésil, on dit plus esclave, on dit des personnes esclaves. Oui, ici aussi. Ici aussi, les esclaves. Dans l'exposition que vous avez sous la galerie qui est ici, face de la Concorde, qui est sur l'histoire de l'esclavage, l'exposition qui se trouve en dessous, dans la galerie qui est en face de la place de la Concorde, il y a l'origine du mot esclave. Esclave vient de slave, et c'est parce que il y a très 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 longtemps, les esclaves en Europe, c'était des gens qui étaient esclavisés et venaient du monde slave. Et donc, on parle de donc là, la majorité des esclaves de l'époque en Europe venaient du monde slave. Non mais vous avez raison, mademoiselle, c'est de rappeler qu'aujourd'hui même, les historiens en France, mais pas seulement, ça vient beaucoup du monde anglo-saxon, c'est en ça que la remarque est intéressante, ne parlent plus d'esclaves, mais de personnes esclavisées, effectivement. C'est-à-dire, c'est une manière de rappeler, même si le mot est un peu compliqué, que certains ne veulent pas l'employer, ce que je peux comprendre, parce que c'est un néologisme, c'est difficile, c'est des nouveaux mots, mais on peut comprendre que les gens qui sont capturés sur le sol africain sont des hommes libres. Sont des hommes et des femmes libres, et que c'est le statut dans lequel on va les enfermer quand ils vont passer dans les marchés aux esclaves dans le Nouveau Monde, qu'ils vont devenir des gens esclavisés donc par le commerce. Donc en ça, effectivement, c'est une bonne question et ça mérite réflexion. J'aimerais que vous m'expliquiez à plusieurs reprises, vous faites une différence entre antillais et caribéens. Non. Le caribéen aussi, non, c'est pas une différence. Vous avez énoncé les deux. Je pense que tout le monde, même si on ne connaît pas, fait partie de l'archipel des Antilles. Pas que le nom antillais. Non, mais je ne fais pas de différence, en fait. Caribéen, c'est un mot qu'on emploie plus volontiers aujourd'hui. À l'époque, on parlait plutôt des Antillais, parce que c'était la mobilisation qui se faisait en France sur ces questions-là. J'emploie les deux mots indifféremment. C'est vrai, quand on pense caribéen, on pense à tout l'archipel. Donc on intègre les anglophones, etc. Voilà, Trinidad, Cuba, les hispanophones, etc. Alors que quand on parle d'Antillais, en tout cas en France, on fait plutôt allusion aux Antilles françaises en général. C'est en ça, mais c'est vraiment plus c'est un vocabulaire qui appartient à une époque un peu à chaque fois, plus que, en tout cas dans mon esprit, il n'y a pas de véritable différence. C'est une appartenance à une région du monde. Bonsoir. Je suis Manguet, qui est natif de la Guyane. Moi j'ai une question on sait que dans l'esclavage, il y a deux parties, la partie européenne et la partie africaine. Par contre, moi, ce que je voudrais savoir, j'ai pas d'informations à propos, pourquoi les royaumes africains, les chefs africaines, n'ont jamais pris aussi le problème à bras le corps pour défendre également par la suite pour les descendants des esclaves. On entend évidemment, je sais très bien que c'est l'Europe qui en a le plus profité, parce qu'ils se sont enrichis. Tous les capitales européens se sont enrichis. Mais de l'autre côté, parce que je suis arrivé pour des Africains évidemment, j'ai l'impression que du côté africain, ils ne sont jamais revendiqués en propos de cette la valeur qui ont suivi leurs enfants.
Yves, tu veux bien répondre un petit peu à ça? Moi, je voudrais peut-être en introduction dire simplement que je rappelle quand même que la résolution des Nations Unies a été présentée par le Ghana. N'est-ce pas? J'ai mentionné dans ma petite introduction les échanges entre un homme comme le prince Tuvalu, quelqu'un comme Béhanzin, donc qui a été réduit, qui a été prisonnier de la France et incarcéré, en tout cas déplacé, déporté en Martinique. Donc je pense que c'est pas, on peut pas dire que les Africains ne se sont pas engagés sur ces questions-là. Doudou Diène vient de nous en donner une nouvelle preuve. Maintenant, peut-être qu'au niveau des royaumes, est-ce que Yves, tu veux dire un mot là-dessus sur la manière dont les royaumes ont vécu la déportation des leurs dans le contexte de colonisation, il ne faut pas oublier, hein, de conquête coloniale en même temps. Bien sûr, tout à fait. Oui, enfin, de toute façon, je crois que c'est difficile de parler de l'Afrique comme ça, d'un bloc. Hein. Oui. C'est beaucoup de pays, l'Afrique. Voilà. Et donc, il y a beaucoup de différences. Vous avez des royaumes qui se sont... qui ont eu une économie esclavagiste eux-mêmes et qui donc ont intégré ensuite la traite transatlantique. Et puis, vous avez eu des royaumes anti-esclavagistes, d'autres qui se sont fondés dans la résistance à l'esclavage. Pareil aussi, d'ailleurs, au Moyen-Orient. Hein. Regardez les origines de Bahreïn, etc. Donc vous avez toujours ces luttes qui sont aussi des luttes de pouvoir à l'intérieur de chaque parti. Hein. De même d'ailleurs que pour l'Europe. C'est pas toute l'Europe qui était esclavagiste. D'abord, il y a des pays qui n'ont jamais participé à la traite transatlantique. Et puis ensuite, dans les pays qui ont pratiqué la traite transatlantique, il y a toujours eu des résistances internes à cela. Dans les États généraux, 89, il y a beaucoup de cahiers qui portent la question de l'esclavage. Et puis il y avait ces sociétés anti-esclavagistes, Condorcet, évidemment, qui légitime même le recours à la violence, qui dit qu'il vaut mieux l'éviter, mais si jamais, ce sera jamais qu'une légitime défense. Et puis Robespierre, vous connaissez son fameux discours, hein, qui précède l'adoption du décret abolissant l'esclavage, périssent nos colonies plutôt que nos principes. Hein, périssent nos colonies plutôt que nos principes. Donc il y a toujours... on ne peut pas faire une analyse globale comme ça de chaque, et ça ne se divise pas ni par continent, ni encore moins par race. C'est dans chaque partie impliquée, il y a pour, il y a contre, il y a les résistants, il y a les... voilà. Je vais ajouter, Aïssata a raison, je vais ajouter quand même une chose, parce que quand on travaille avec les historiens, ce qui est passionnant, c'est de voir que, je le dis souvent, avec l'esclavage commencent les résistances à l'esclavage. Tout ça marche en même temps. On ne peut pas dire qu'il y a eu une époque où il y a l'esclavage, puis où tout le monde était soumis, et puis après une époque où il y a la résistance. La résistance, elle commence tout de suite. On a les marronnages et les révoltes, elles commencent en même temps. Donc, fin du XVe siècle, début du XVIe siècle, vous avez déjà des révoltes, vous avez déjà du marronnage. Et même en Afrique, vous aviez des bateaux qui remontaient les fleuves pour embarquer les captifs qui étaient rasiés plus loin. Et ces captifs étaient ensuite chargés sur des bateaux qui les ramenaient vers les côtes pour être transportés sur les navires négriers. Et ben, dans ces bateaux, vous aviez des révoltes villageoises, vous aviez des gens qui reprenaient leur liberté à l'intérieur des bateaux, et vous aviez des captifs qui se révoltaient au début de la traversée. Pendant la traversée, beaucoup plus difficile d'arriver au bout. Donc tout ça, on ne peut pas parler simplement de gens qui ont subi jusqu'au moment où ils se réveillent. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Tout ça cohabite, y compris même chez les souverains africains qui, pour certains, ont essayé de résister. Mais vous savez aussi qu'il y a eu des terres africaines où on leur a substitué d'autres chefs qui étaient beaucoup plus favorables au commerce colonial, et notamment à la déportation. Et puis n'oubliez pas une chose, c'est que très souvent, les gens qui ont cédé à ça, souvent ne savaient même pas où partaient ces esclaves. Ils n'en avaient pas la moindre idée. Et il y a une dernière chose que je veux dire, il y a eu un travail qui a été fait par des étudiants historiens du Bénin ces dernières années, et où ils ont inventorié à partir des sanctuaires vaudous, ils ont découvert que dans les sanctuaires vaudous, on avait gardé trace de ceux qui étaient partis.
avec les noms, les villages, l'âge, les dates où ils étaient partis. Et donc on se rend compte que même à ce moment-là, vous aviez des gens qui essayaient d'inscrire dans l'histoire le fait que certains partaient et étaient déportés, sans avoir la moindre idée de là où on les emmenait. Pardon. Excusez-moi, je pense que je n'ai pas du tout été clair, mais je suis évidemment tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Ce que je voulais dire, c'est que bon, la résolution de l'ONU, à mon sens, elle arrive un peu tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Ce que je voulais dire par là, c'est que bon, j'ai jamais entendu des interventions des gouvernements africains au XXe siècle avoir une position sur l'esclavage. C'est tout. Bon, c'est ce que je voulais dire. Bon. Le Sénégal a déclaré crime contre l'humanité en 2010. Le Ghana a été porteur de la... Donc je pense qu'on ne peut pas simplifier quand même trop. Et puis, vous voyez, vous dites que ça arrive tardivement, c'est vrai, vous avez raison, c'est toujours trop tard. Mais j'ai pas eu le temps de mentionner, par exemple, une femme comme Huguette Bello, réunionnaise. C'est important de citer Huguette Bello parce que Huguette Bello présente un projet de loi reconnaissant l'esclavage comme crime contre l'humanité en 1998 avec les députés de la Réunion, et elle n'est pas entendue, elle n'arrive pas à aboutir dans son... Mais en même temps, on se rend bien compte que ça contribue aux efforts qui vont amener à la loi de 2001 qui va être votée à l'unanimité. Moi, ce que je voudrais dire, moi, c'est que justement, ce que vous dites là... il y a eu, les associations ont réussi à ce que les Antillais et les Africains s'aiment. Parce que si un Antillais, vous lui dites, il y a très très longtemps, quand j'étais gamine, t'es une Africaine, il ne comprenait pas. Hein, et vous ne voulez pas. Oui, non, mais enfin, maintenant quand même... Oui, mais maintenant, quand même, le milieu associatif a bien fait pour bien faire comprendre que les Antillais étaient des descendants d'esclaves, mais ils étaient des Africains. Parce que dès qu'on est noir, hein, on est africain. Hein. Voilà, c'est pas... voilà, on peut pas... on peut absolument pas se cacher. Hein. Même si on veut se cacher, on n'y arrive pas. Hein. Et moi, je pense que d'être résistant, moi, je dis pareil. Moi, je me sens vraiment une résistante et une combative. Je combats tout le temps. Et ce qui me permet de vivre bien. Bonjour, Dame d'Antin. Vous parlez justement avec ce terme d'Africain. Alors c'est vrai que moi, aujourd'hui, nous sommes en 2026, c'est un terme qui a tendance à me gêner. Alors je vous explique. J'écoute assez souvent des grandes chaînes de télé à la télévision pour m'informer comme tout le monde. Et je suis en fait aujourd'hui encore choqué parce que j'entends le terme d'Africain. Mais attendez, dans quel sens ? Parce qu'on me parle en fait de la Chine, on me parle de la Bolivie, on me parle du Vietnam, mais on me parle d'Afrique. Alors, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a quelque chose aussi qui peut se faire? Parce que moi, quand on désigne l'Afrique aujourd'hui en 2026 comme un pays, je suis retourné et je l'entends de la bouche. Alors là, nous sommes entre nous, c'est moins gênant, mais quand vous l'entendez sur des grandes chaînes de télévision par des grands journalistes, simplifier l'Afrique à un pays, je me dis merde. C'est pas ce qu'on fait ici. Tout ce boulot qu'on a fait depuis... Non, on est d'accord. Je sais quasiment rien. Voilà, c'était juste une remarque, mais très sensible. Non, sincèrement, ça me retourne. Non, c'est une très... D'accord. Alors là, je vais donner mon avis personnel. Je crois que c'est une très bonne remarque. Et en même temps, parce que c'est vrai, l'idée Afrique comme ça, comme s'il y avait... Oui, l'idée d'Afrique comme ça, comme s'il y avait une Afrique... Bon, ça, c'est vrai.
Maintenant, attention, il y a aussi une autre tendance. Il y a toujours les deux choses en même temps. C'est la dialectique, comme diraient les vieux maîtres, certains vieux maîtres. Eh bien, il y a aussi l'idée que quand même, il faut renforcer l'unité africaine et présenter... Voilà, c'est l'objectif de l'Union africaine aussi. Et par exemple, il y a la tendance inverse, c'est de cesser de distinguer systématiquement Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Hein. Et là, au contraire, on va vers un regroupement. La tendance maintenant, c'est de dire c'est l'Afrique. Et par exemple, il y a des voix qui disent mais pourquoi est-ce que dans beaucoup de parties du monde, on sépare comme ça, on fait cette séparation radicale entre au nord du Sahara et au sud du Sahara. Voilà. Pourquoi aussi chercher à opposer, disons, francophones et anglophones, ou opposer Afrique australe et Afrique centrale. Donc il y a les deux choses qu'il faut faire cohabiter à la fois. Ne pas effectivement tomber dans cette espèce de globalisation, effectivement, où il y a une dose de mépris, et puis aussi ne pas vouloir balkaniser une Afrique qui a déjà eu trop tendance à l'être. Hein. Voilà. Je pense que dans chaque question, il y a toujours un aspect intéressant. Par exemple, le mot esclave. Moi, j'ai trouvé cette question intéressante parce que, justement, c'était un objectif, un des points du discours de Lisbonne. Le mot esclave existe depuis bien avant le commerce transatlantique. Il y avait, on sait bien, Spartacus, un nom chéri de nous tous, la révolte des esclaves. Mais... je crois Doudiane l'a dit, il y a quand même une différence entre ces esclavages, c'est que justement c'est toute cette construction intellectuelle qui va autour, c'est pas la même. Il y avait une certaine construction intellectuelle de l'esclavage antique, mais qui fonctionnait d'ailleurs pas, hein. Aristote l'a dit, où les arguments pour l'existence de l'esclavage ils sont quand même très très fragiles, dit-il, mais il n'y avait pas cette construction idéologique de race supérieure et de race inférieure. C'est pour ça qu'il y a cette espèce de connexion, d'imbrication du racisme et de l'esclavage moderne, enfin post-Moyen-Âge. Vous voyez, on était dans l'Antiquité, on est esclave, on est vaincu, on devient esclave. Mais ça peut être le voisin, ça peut être le pays voisin. Il n'y a pas de distinction réelle entre l'esclave. Il y a une différence de statut, il y a une différence de droit très importante. Mais au fond, il n'y a pas une différence ethnique. Il n'y a pas une connotation ethnique. Alors que dans l'esclavage moderne, enfin transatlantique, il y a cette connotation très forte. Voilà. Donc effectivement, c'est vrai que le mot est en fait ambigu parce qu'il peut cacher certaines choses. Dans la question sur les Antilles et les Caraïbes aussi, c'est intéressant parce qu'au fond, le mot Caraïbe a un côté un petit peu, comment dire, il y a un côté un peu aigu. D'ailleurs, souvent les mouvements révolutionnaires aux Antilles s'appellent Caraïbes. On se rappelle l'armée révolutionnaire Caraïbe, etc. L'Antilles, c'est déjà l'idée qu'il y a eu quelque chose d'autre qui s'est passé. La civilisation, l'assimilation, etc., etc. Il y a ce rapprochement. Donc c'est vrai qu'il y a quand même des connotations parfois différentes. Donc voilà, dans chaque question a toujours une part de vérité aussi. Et puis alors, oui, je termine juste pour votre question. N'oubliez pas que ce que j'ai expliqué pour mon père, ça existe aussi pour les pays africains. C'est-à-dire qu'il y a quand même un moment où on ne parlait pas du passé, on était tourné vers l'avenir. La décolonisation avec les révolutions Vietnam, Algérie, Cuba, c'est pareil, c'est complètement tourné vers l'avenir. C'est pas vers le passé. C'est seulement au bout d'un moment qu'on récupère l'importance de la dimension historique. Oui. Madame. Merci beaucoup pour l'invitation. Parlez bien près du micro, s'il vous plaît. Approchez-le. Voilà. J'avais une question à la fin, mais aussi une petite remarque avant, ne serait-ce que pour le jeune homme, parce que par exemple, l'esclavage, comme vous venez de le dire, il a existé chez les Romains, comme vous disiez, et puis par exemple, pas du tout chez les Grecs. Donc, bon, non, il n'y avait pas d'esclaves chez les Grecs. C'était pas des esclaves. C'est pas tout à fait... autrement, oui, quand vous parlez du phénomène de l'esclavage, c'est vrai que c'est surtout une traite négrière, mais dans le cadre du commerce transatlantique. Et à l'origine, c'est vraiment une question de commerce. Et donc, déjà, de capitalisme. La naissance du capitalisme. Les gens, pour exploiter des ressources ailleurs, il n'y a pas assez de main-d'œuvre, donc on les fait venir. On vole le travail, c'est pas il n'y a pas assez de main-d'œuvre. On vole le travail des gens. Il y a des endroits où il y avait des populations autochtones qui n'auraient pas été suffisantes
suffisante pour travailler dans les plantations, dans tout, quoi. Et donc, justement, c'était pour revenir à une réflexion de quelqu'un qui a dit c'est pas fini, parce que à notre époque, il y a encore de l'esclavagisme moderne. Alors, moi, je suis tout à fait d'accord, on le voit bien avec tous les livreurs Uber, tout ça. Mais moi, je me demande si plutôt il faut s'interroger peut-être pas que sur le côté d'origine des personnes, mais plus largement, justement, sur le système capitaliste. Pour moi, qui a engendré le commerce transatlantique et qui maintenant engendre de la même façon les problèmes des travailleurs qui sont la plupart du temps immigrés, souvent d'origine, on peut dire, africaine, française ou pas, mais c'est eux qui travaillent 60 heures par jour pour être payés rien. Voilà. Ouais, alors moi je vais vous répondre, hein. Vous avez raison, mais quand les colonies n'avaient plus personne, il faut repartir de la controverse de Valladolid. Quand les colonies avaient plus de personnes pour travailler, ils ont fait venir des Bretons. C'est ce qu'on disait des gens qui venaient par leur plein gré. Mais ils sont restés 1 an. Parce que d'abord, le climat et le travail qui était dur. Donc, ils ont dit, bon, bah alors, on va pas prendre des Bretons, on va prendre des Africains. Des gens qui ont l'habitude du soleil, de la terre, et on va les déporter. Mais évidemment, c'est du travail, c'est du capitalisme. L'esclavage est vraiment un sujet politique, un mode de production. C'est un mode de production, et bien sûr que les gros capitalistes, ils se sont bien occupés et bien ils se sont dit, si on fait travailler les gens sans les faire payer, c'est bien, hein. Après, quand les esclaves se sont révoltés, ils se sont révoltés pourquoi? Parce que quand même, ils ont été libérés, mais ils se sont révoltés avant, hein. Et ce qu'on appelait les béquets, enfin les planteurs, ceux qui avaient les plantations, ils ont eu peur, parce qu'ils ont failli quand même être tous brûlés, hein. Et à un moment donné, les esclaves se sont révoltés. Mais c'est vraiment un système capitaliste. Et il existe encore maintenant, et comme la dame dit Hubert et tout ça, mais c'est un modèle, c'est un modèle vraiment, un modèle marchand, mais qui justement, si on veut ne pas que l'esclavage revienne, il faut lutter. Et pour lutter, il faut lutter contre l'esclavage, contre le capitalisme, contre ceux qui gagnent beaucoup d'argent et qui ne distribuent rien. Il faut toujours lutter. On va encore avoir le plaisir d'écouter Doudou nous dire quelques mots encore, parce que c'est toujours intéressant. Vas-y, je t'en prie. Mais mets le micro bien proche de ta bouche, s'il te plaît. C'est très important que vous posiez la question, parce qu'il faut rappeler quelque chose de fondamental. C'est pour ça que c'est utile de faire cet exercice aujourd'hui. Toutes les dominations ont 2 parties. La domination matérielle, faire, la violence, mais il y a l'idéologie, le masque, la justification, la légitimation. Et c'est pour ça que Dieu donnait simplement sous l'esclavage. L'esclavage est un phénomène universel. Tous les peuples ont connu le système esclavagiste, tous. Tous les gens qui étaient capturés étaient mis en esclavage, servitude, etc. De la Chine jusqu'ici en Europe et partout. Ce système a existé pendant des siècles. Ce qui
différencie l'esclavage transatlantique de l'esclavage historique que tous les peuples ont connu, c'est 3 facteurs. Un, c'est parce qu'il était légitime. Le code noir posait la légalité de la mise en esclavage. Alors qu'avant, la mise en esclavage était issue des combats, des guerres, des captures, comme cela, où le vaincu était mis en servitude. Mais là, pour la première fois dans l'histoire, on a écrit un texte qui le légitime, qui le construit, Et qui racialise. qui l'ordonne. Parce qu'il faut se rappeler que le système esclavagiste n'est pas un système idéologique, c'est un système marchand, commercial. Il s'agissait d'exploiter ce qu'on appelait les nouvelles terres des Amériques et des Antilles, où on avait pensé des royautés, qu'il y avait des richesses qu'il fallait exploiter. Et donc, ils ont mis au point un système rationnel. D'abord un code, un texte juridique. Donc, la première différence de l'esclavage transatlantique, c'est qu'il était légal, organisé. La deuxième, c'est qu'il était légitimé par les puissances, les royautés et les monarchies de l'époque. La troisième, c'est la durée. Tous les autres systèmes esclavagistes étaient ponctuels. On capturait les terres, on échangeait, on vendait. L'esclavage transatlantique, la durée, a permis d'organiser l'esclavage transatlantique 4 siècles. 4 siècles. 4 siècles. Et pour légitimer ces 4 siècles, et n'oubliez pas qu'au départ, l'objectif était commercial, économique, il n'était que ça. C'est là que les intellectuels, les penseurs, les savants du monde occidental, d'où venait ce système, ont littéralement construit. On construit. Pas seulement légalement, le code noir le fait. Mais on construit intellectuellement, scientifiquement, sociologiquement, par l'éducation, l'enseignement, le savoir, pour légitimer l'esclavage. Et au cœur de cette construction, il y a le racisme. Le racisme a été construit, c'est une construction. Le racisme ne vient pas du cosmos. C'est une construction. Pour dire que, parce que quand l'esclavage a démarré au départ, ceux qu'on capturait et qu'on amenait dans les Amériques et les Antilles, il y avait beaucoup d'autres, des petits prisonniers, des prisons, on les amenait parce qu'il fallait exploiter. Et brusquement, ceux qui organisaient ce système se sont rendus compte que c'était un système qu'il fallait rentabiliser. Le rentabiliser veut dire les monarchies donnaient des licences à des fortunes. Et des grandes fortunes de l'époque, dont Voltaire. Voltaire a investi une partie de sa fortune dans le système esclavagiste. Et donc, ils ont organisé le système et ils ont commencé à se rendre compte que pour que ce soit rentable, il faut que le parcours soit court. Et c'est là que l'Afrique, ils se sont rendus compte que l'Afrique était juste en face des Amériques et des Antilles. Donc, le parcours était beaucoup plus économiquement intéressant. Et c'est là qu'ils ont aussi découvert qu'il y avait l'esclavage traditionnel en Afrique. Cet esclavage existait. Et ils sont dit d'accord. On va donc utiliser ce système et construire la raison pour laquelle nous vendons ces hommes, femmes et enfants comme des biens meubles, etc. C'est là que la construction de la saison a été le pilier idéologique pour légitimer l'esclavage transatlantique. Je termine simplement sur un point important. Le grand problème, c'est qu'il faut savoir que ce que vous dites, ce que vous savez, c'est ce que le système vous fait savoir. Nous, à l'UNESCO, on a écrit 10 volumes de l'histoire de l'Afrique, 6 volumes de l'histoire des Caraïbes, où on a été construit, analysé factuellement, idéologiquement, ce système. Est-ce que vous l'avez lu? Non. Le livre, je peux le lire.
Il est en accès libre, téléchargement libre sur le site de l'UNESCO, Histoire générale de l'Afrique et Histoire générale de la Caraïbe. La réparation vient comme les éléments. Moi, le combat que je mets pour la réparation, depuis que je suis rapporteur spécial sur les territoires d'Occident, il y a 4 formes de réparation pour conclure. La première réparation, c'est la réparation éthique morale. Pourquoi, à partir d'un certain moment de l'histoire, on a voulu déshumaniser les êtres humains? Quelles sont les valeurs? Et donc la question morale, éthique, il faut la poser. Et l'expression de cette question morale, c'est de dire que c'est un crime contre l'humanité. C'est ce que Christian a fait. Nous l'avons aidé. Nous sommes retrouvés à Durban, à la conférence mondiale sur le racisme. Et on a obtenu une déclaration de l'ONU, adoptée à l'unanimité, qui dit que l'esclavage est un crime contre l'humanité. Est-ce que vous avez ça? Et ensuite, la première réparation, donc, elle est éthique. Mais dire que c'est un crime contre l'humanité veut dire que ça ne concerne pas seulement les gens à peau noire ou les Africains, qu'elle concerne l'ensemble de l'humanité. Et il faut savoir qu'en Afrique, nous avons pratiqué l'esclavage traditionnel de longue date. Il faut savoir que même sous le racisme, certaines de nos constructions intellectuelles, par exemple chez les Togo, on dit que le blanc est un être lunaire et que le noir est un être solaire. Donc, là aussi l'existence de cette lecture. La deuxième réparation, c'est la réparation historique. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de dire c'est un crime, il peut aller dormir. Il faut documenter le crime. Documenter le crime. C'est là le rôle des historiens, des chercheurs, pour documenter ce qui s'est passé factuellement, étape par étape. Mais une fois que les historiens ont documenté, vous avez affaire à des systèmes politiques. Ce que les historiens mettent à jour, si ça n'est pas conforme à l'idéologie du système, on n'en parle pas à l'école. Est-ce que vous enseignez tout ça à l'école? Non. C'est parce que le système a décidé qu'on ne devait pas le savoir. Donc, la réparation historique, c'est de documenter le crime qu'on vient de dire. Et la troisième réparation, c'est la réparation éducative. C'est-à-dire que tout ce que les historiens ont mis à jour, tout ce que nous, à l'UNESCO, on a pu faire, on a fait, il faut le mettre dans tous les systèmes d'enseignement. Et là, c'est là que la première Christiane a buté. Le système n'a pas voulu que ce qui a été mis à jour, la notion de crime contre l'humanité, le mettre à l'école, l'enseigner, dans sa construction, dans ses différents états. Et c'est donc là qu'il ne faut pas être angélique. Vous avez affaire au système politique, idéologique, etc. Et la troisième réparation, c'est la réparation sociale et politique. C'est de mettre à jour que le fait de la double carte, la carte de la marginalisation économique, sociale et culturelle dans les pays qui ont été esclavagistes correspond à la carte raciale. Il y a une conjonction des deux cartes. Et donc, c'est une construction, ça aussi. Et c'est parce que Césaire, vos parents, vos papas, nous, avons bousculé cette construction que littéralement Trump apparaît. Et qu'est-ce que vous rappelez-vous? L'une des premières décisions de Trump a été de dire le musée de l'histoire de la civilisation africaine et afro-descendante, sur laquelle tous nos amis ont pendant 30 ans, extraordinaire, de le fermer, de le vider de son programme. Toutes les expositions qui parlent d'esclavage, tous les programmes d'enseignement qui en parlent, c'est interdit. Donc, on revient donc en conclusion sur les deux problèmes qu'il faut qu'on prolonge. Les deux grands problèmes de l'esclavage et de l'Algérie, c'est le silence et l'invisibilité. Le silence historique et l'invisibilité des victimes. Merci beaucoup, Doudou. Question de répartition.
aura une rotation des ancêtres par le chant qui va se placer par ici, et on va faire une déambulation collective. Mais donc une dernière question, je voulais juste souligner sur la réparation. C'est dans le programme de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage sur les 25 ans de la loi Tugra, on a une conférence spéciale le 13 mai à un musée au Palais de la Porte Dorée. Voilà, c'est gratuit et c'est à 19h, l'organisatrice. Voilà, vous pouvez regarder aussi sur le site. C'était aussi sur la question de réparation. Moi, je suis rwandaise. J'avais à peu près, j'étais enfant quand ce qui s'est passé au Rwanda est arrivé. Aujourd'hui, en fait, l'histoire du Rwanda, elle est quand même enseignée. Il y a des Rwandais qui vont, par exemple, dans les écoles, enseigner, en tout cas parler de leurs expériences, etc. Et ce que, donc, on vient d'évoquer les étapes de la réparation. Mais en fait, moi, je trouve que tout ça, ça changerait en fait que quand il y a un confort, la mère, elle panique. Quand elle entend l'orage, elle se cache sous la table, etc. Donc oui, c'est l'histoire du Rwanda, les audios connus, et puis il y a plein de choses qui sont faites, notamment au mémorial de la Shoah, tout ça. Mais en tant que les personnes en fait, qui ont vécu ces traumatismes-là, comment on fait en fait pour qu'elles aillent mieux ou qu'elles soient réparées? Je vais peut-être là aussi saluer le travail de quelqu'un qui n'est pas là aujourd'hui, qui est le professeur Aimé Charles Nicolas, que certains d'entre vous connaissent, qui est un Martiniquais, professeur de psychiatrie, professeur émérite maintenant. Et le professeur Aimé Charles Nicolas a participé à une opération qui a eu lieu à Nantes, et où se trouvait d'ailleurs le président de la Fondation pour la mémoire de l'esclavage il y a quelques jours. J'ai eu la chance d'assister à ça, et où il a créé des ateliers sur les questions de santé mentale. Si ça peut répondre en partie à votre question, il y a une vraie réflexion. Le professeur Aimé Charles Nicolas, je pense que c'était en 2015 ou 2016, a organisé le premier colloque international sur la question de la santé mentale des descendants d'esclaves. Donc c'est vraiment une question qui se pose maintenant, puisqu'on sait aujourd'hui par la recherche que par exemple un traumatisme, si il travaille par exemple sur des souris, les généticiens travaillent sur des souris, ils se rendent compte que quand une génération de souris est marquée par un traumatisme violent, en fait les marques de ce traumatisme se transmettent de génération en génération, parfois jusqu'à 3 ou 4 générations après. On retrouve les traces en épigénétique, donc sur l'enveloppe du gène, on retrouve les traces du trauma. Donc votre question est absolument... mais là je pense qu'il y a vraiment... Mais on a parlé de Frantz Fanon aussi, qui à son époque également a commencé à ouvrir la réflexion sur ces questions-là. Donc votre question, elle est entière, mais maintenant, vous avez des gens qui travaillent là-dessus, et le professeur Aimé Charles Nicolas a fait un atelier autour de ces questions il y a une semaine à Nantes. J'espère qu'on va pouvoir développer ces questions-là. Et puis je voudrais signaler une petite chose quand même en France, qui est un événement qu'on peut saluer, c'est que ce jour-là à Nantes, c'est le premier descendant de Négrier à présenter ses excuses. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut signaler. Donc, Pierre Guillon de Princé, qui est donc descendant propriétaire de navires négriers. Alors, je vous rassure tout de suite, l'argent, il n'y en a plus. C'est un monsieur très modeste qui vit de son travail et qui est maintenant un monsieur retraité, mais qui a eu donc l'élégance, pour la première fois en France, de présenter ses excuses devant la communauté, y compris avec les Antillais avec lesquels il travaille sur place à Nantes, et étaient présents ce jour-là les familles britanniques qui ont déjà commencé ce travail de réflexion au sein de leur propre famille et vis-à-vis des populations, et qui ont déjà commencé à présenter les excuses depuis longtemps. Donc c'est important de voir qu'aujourd'hui il y a un descendant de ces propriétaires de navires il a même comptabilisé le nombre de navires négriers que ses aïeux avaient armés, et le nombre d'Africains qui ont été, il évalue à peu près 4500 personnes, le nombre d'Africains qui ont été déportés à travers l'armement de ces navires par les membres de sa famille. Et là, je pense qu'on voit aussi que quelque chose change, parce que psychologiquement, c'est émouvant et c'est important d'entendre ça. Moi, j'ai été touchée en tant que descendante
de résistant à l'esclavage, j'ai été sensible au fait que quelqu'un qui est un descendant de l'autre bord, on va dire, puisse présenter ses excuses, parce que ça veut dire qu'il a pris la mesure du crime. Voilà, je m'arrêtais là. Merci.